Imaginons une promenade de typique dans le sud de l'île de Angkor aujourd'hui. On passe devant des barres d'immeubles résidentiels gigantesques tout en béton, on entend le bruit de la circulation. Bref, la surface de ce paysage semble lisse. Ouais, super prévisible, très confort urbain moderne. Exactement. Mais qu'est-ce qui se passerait si on grattait un peu l'asphalte? Si on creusait juste à quelques mètres sous ses fondations? Eh ben, on trouverait pas juste de la fibre optique ou des tuyaux. C'est clair, on tomberait sur des ossements de vaches écossaises, les restes d'un laboratoire de médecine tropicale, des caractères en plomb fondus par des moines français, et même les fondations de l'empire d'un magnat de la navigation. C'est un vertige historique, en fait. Et c'est pour ça que, pour notre exploration d'aujourd'hui, je me suis entouré virtuellement de toutes les archives de notre document source. J'ai des vieilles cartes maritimes, des plans victoriens avec des géométries improbables et des registres médicaux du 19e siècle. Il faut bien ça pour rendre justice à ce rapport. Notre mission aujourd'hui, avec cette plongée dans ces sources, c'est de casser un mythe. Pok-Fulam, c'est pas, et ça n'a jamais été, juste une banlieue dortoir. Non, c'était le véritable laboratoire de la modernité de Hong Kong, le point de convergence où la survie sanitaire d'une colonie s'est littéralement jouée. Et c'est là que j'interviens en disant, bon, décortiquons un peu tout ça. Pour comprendre l'urgence, faut planter le décor des années 1850. L'île avait une réputation épouvantable. Ouais, on l'appelait le tombeau des hommes blancs. Voilà. Le choléra, la dysenterie, la malaria. La ville de Victoria était une cocotte minute pathogène. Et le problème numéro un d'une ville qui explose, c'est l'eau. Absolument. À l'époque, les gens dépendaient de puits souvent contaminés. Et sans pression d'eau, le moindre incendie devenait vite un brasier impossible à arrêter. Donc, face à ça, le gouvernement colonial, qui détestait dépenser de l'argent public, finit par céder. En 1869, le gouverneur offre 1 000 $ de récompense pour une solution. Et c'est un certain S.B. Rawlings qui propose un barrage dans la vallée de Pok-Fulam, là où l'eau est encore pure. Sauf que l'exécution est... Une catastrophe bureaucratique. En lisant le rapport, j'ai pensé à une analogie. C'est comme si t'achetais un smartphone avec le strict minimum de stockage pour économiser genre 100 balles et qu'une semaine plus tard, tu devais payer une fortune en espace cloud parce que t'as plus de place. C'est exactement ça. Le plan initial prévoyait 30 millions de gallons. Et pour faire des économies, ils ont réduit à 2 millions. 2 millions? C'est ridicule! C'est comme éteindre un feu de forêt avec un pistolet à eau. Mathématiquement, c'était mort d'avance. Et la réalité les a vite rattrapés. Le réservoir était obsolète en moins d'1 an, dès 1863. Après, ils ont passé des années à rafistoler le truc, avec des expansions d'urgence super chères, pour finalement atteindre 78 millions de gallons en 1877. Le pire, c'est que ça n'a même pas empêché la peste bubonique de 1894. Ouais, il a fallu le fameux rapport Chadwick pour vraiment refondre le système. Mais le truc génial, c'est que pour les passionnés d'histoire urbaine qui se baladent aujourd'hui dans le parc naturel, cette ingénierie de survie est toujours là. La plupart des gens pensent que le réservoir est juste un joli lac de loisirs. Alors qu'il est encore connecté au réseau de la ville. Mais oui. Et si on regarde bien, on peut trouver 4 ponts historiques en granit massif cachés dans la végétation. Et l'ancienne station de pompage en briques rouges. C'est le fossile de la première tentative de survie de la ville. Mais l'eau propre, c'était qu'une étape. L'autre grosse crise, c'était le lait. Ah, le lait. Et c'est là qu'entre en scène Sir Patrick Manson, le père de la médecine tropicale. Ce passage du rapport m'a retourné le cerveau. Ce gars, c'est un génie médical. Il prouve que les moustiques transmettent des maladies à Taïwan et quand il arrive à Hong Kong, il ouvre une ferme laitière. En fait, au début, j'ai cru qu'il voulait juste se faire de l'argent sur le dos des colons. On pourrait le croire, mais non. Ce qui est fascinant ici, c'est que c'était une pure intervention de santé publique. Dans les années 1880, le lait à Hong Kong, c'était un poison absolu. Ouais, pas de chaîne du froid, rien. Voilà. Du coup, ça transmettait la typhoïde et surtout la tuberculose bovine. La mortalité infantile était cauchemardesque. Manson s'associe donc à 5 marchands pour fonder la Dairy Farm. C'est pas juste du business, c'était pour sauver des vies. Avec une logistique hallucinante. Il importe 80 vaches laitières depuis l'Écosse sur des bateaux pour les mettre sur les pentes de Pukfulam. À son apogée, il y avait plus de 1500 vaches là-haut. Et le plus fou, c'est l'architecture inventée pour ça. Parce que les vaches écossaises, dans l'humidité d'Hong Kong, c'est le désastre assuré. Bah oui, le rapport parle d'une étable octogonale. J'ai eu du mal à piger pourquoi cette forme au fait. C'est pour la ventilation. Dans un bâtiment rectangulaire, l'air stagne dans les coins à 90 degrés. C'est là que les bactéries prolifèrent.
Avec un octogone, peu importe d'où vient la brise marine, le vent s'engouffre, balaye tout l'intérieur et ressort. Zéro angle mort. C'est super ingénieux. Malheureusement, l'histoire finit mal avec l'occupation japonaise. Les vaches meurent de faim, la ferme est détruite, et aujourd'hui, c'est recouvert par les énormes complexes immobiliers de Wafu et Gifu. Ouais, mais les traces refusent de disparaître. Si on visite la Pokfulam Farm aujourd'hui, on voit ces fameuses fenêtres en œil de bœuf au niveau du sol. C'était fait exprès pour créer un courant d'air contre l'humidité. Et il y a même les ruines des fossalisiers géantes dans la forêt, c'est ouf. Du coup, on a de l'eau, on a du bon lait, un air assaini. Forcément, ça a attiré l'élite qui fuyait le centre-ville. Tout à fait. Et ça nous amène à l'empire de Douglas Laprake. Un parcours incroyable, ce type. Apprenti horloger, arrivé à Macao en 1839, il comprend vite un truc. Maîtriser le chronométrage des bateaux, c'est maîtriser le commerce mondial. Il fait fortune et cofonde la banque HSBC. Rien que ça. Et en 1861, il se construit un château néo-gothique sur la colline de Pokfulam, le Douglas Castle. Mais là encore, c'est pas juste pour faire joli, hein. C'est ça, ouais. Le gars construit encore un truc octogonal, une chambre tout en haut du château, vitrée de tous les côtés. Avec ses longues vues, il chronométrait la seconde exacte où ses propres cargos entraient dans le canal de Lama. Une vraie tour de contrôle capitaliste. Et cette puissance locale a eu des échos juridiques internationaux. Le rapport mentionne l'affaire du navire SS The, géré par les héritiers de Laprake. Ouais, alors là, j'ai dû relire 2 fois parce que le droit maritime c'est pointu, mais le concept d'agent de nécessité m'a bluffé. C'est simple. Imagine un navire pris dans un typhon avec une cargaison qui pourrit. Le capitaine pour pas appeler Pokfulam pour demander quoi faire. Bah non, pas de WhatsApp à l'époque. Exact. Du coup, il vend la cargaison pour réparer le bateau. Les propriétaires de la marchandise attaquent l'armateur en justice. Et ce procès a fait jurisprudence au niveau mondial. En cas d'urgence, le capitaine a le droit d'agir sans autorisation. Et ça, c'est décidé à partir des affaires de ce petit bout de colline. D'ailleurs, le château est toujours là. C'est le University Hall aujourd'hui. On y trouve une statue trop bizarre, que les étudiants viennent toucher par superstition. Les 4 dissemblances. Tête d'éléphant, corps de quilin, pattes de lion. Et la cave des étudiants, c'était le cellier de Laprake. Sauf que le capitalisme a dû plier bagage. En 1894, la peste frappe la ville. L'héritier de Laprake panique et vend le château. Et l'acheteur, c'est la Société des missions étrangères de Paris. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Des moines français qui rachètent le centre névralgique du commerce maritime. Ils ont bâti le sanatorium de Béthanie, qui a soigné genre 6000 missionnaires, mais surtout, ils ont transformé le château en imprimerie, la Nazareth Press. Une véritable usine de savoir. Le rapport donne des chiffres dingues. 70 000 pages imprimées par jour en 28 langues. Du latin, du sanskrit, du vieux vietnamien. Mais techniquement, comment on fond du vieux vietnamien au milieu d'une forêt à Hong Kong? Ah, ça montre la force de leur réseau mondial. Soit les matrices en plomb venaient d'Europe par bateau, soit elles étaient fabriquées sur place en recrutant des familles entières de villages catholiques du Guangdong. Ils ont carrément importé leur main-d'œuvre. Ouais, et ça a créé un village typographe à part entière, Taikulao. C'était un peu la Silicon Valley de la traduction de l'époque. Et en parlant de trucs cachés, le sanatorium Béthanie est superbe aujourd'hui. C'est l'Académie des arts du spectacle. Et j'adore cette anecdote du rapport dans les années 70, les vitraux néo-gothiques disparaissent. Et paf, dans les années 80, on les retrouve dans des caisses au fond d'un entrepôt du gouvernement. Le hasard total. Et le nom du village de Taikulao est toujours resté sur les cartes locales. Du coup, ça fait beaucoup de passages. Des ingénieurs anglais, un horloger écossais, des prêtres français, des ouvriers chinois. Pokfulam est une zone super stratifiée. Et là où cette hiérarchie sociale prend tout son sens, c'est dans la mort. Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, l'évolution de la zone se fiche dans le cimetière chrétien chinois de Pokfulam Road, ouvert en 1882. C'est littéralement une carte politique. Une carte réservée à une toute nouvelle élite, les Chinois occidentalisés et chrétiens. On y trouve les fondateurs des grands magasins Wing On et Sincere, et même les mentors de Sun Yat-sen. Mais pourquoi s'isoler dans ce cimetière spécifique? Parce qu'ils étaient sur une corde raide diplomatique. D'un côté, être chrétien leur donnait accès au réseau britannique et au pouvoir colonial. De l'autre, ils devaient maintenir leur statut dans la société traditionnelle chinoise. Le fameux patriarcat confucien. Voilà, et ça se voit sur les tombes. T'as des statues d'anges hyper européennes juxtaposées avec des épitaphes chinoises sur la piété filiale.
original. C'est un grand écart culturel gravé dans la pierre. Et le rapport explique que même l'aménagement du lieu est symbolique. C'est fait en terrasse, sur la colline. Une géographie verticale, ouais. Plus t'étais influent, plus tu montais vers le sommet du cimetière. Et l'esthétique évolue aussi. Ouais, j'ai noté ce détail. Les vieilles tombes ont des carreaux de faïence très Asie du Sud-Est, parce que ces marchands faisaient du business vers Singapour. Et puis on avance vers les années 20 et 30, et ça devient super épuré, très art déco. Et puis, il y a ces tombes qui datent d'avant 1882. Parce que, même dans la mort, le développement urbain te rattrape. On a dû déplacer ces sépultures depuis Taiping Shan à cause du nettoyage sanitaire de la ville. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Au début de notre échange, on s'imaginait juste une banlieue dortoir pleine de béton. Mais on a découvert 3 choses. 1. C'était une périphérie de survie sanitaire. 2. C'était un nœud mondial connectant des vaches écossaises et de l'imprimerie vietnamienne. Et 3, un espace de transfert de pouvoir permanent. Les colons, les capitalistes, l'Église, puis l'élite sino-chrétienne. Pok Fulam, c'est un texte historique dont l'encre est faite de lait, de plomb et de granit funéraire. C'est joliment dit. Je crois que personne ne regardera plus les immeubles de Wafu de la même manière, en sachant qu'en dessous, il y a les fondations de la première révolution médicale du coin. Et cela soulève une question importante pour clôturer notre exploration. Les villes modernes effacent toujours leurs cicatrices. Mais si on creuse sous nos propres banlieues résidentielles bien propres dans 100 ou 200 ans, qu'est-ce que les archéologues trouveront? Plus aucune âme historique. Une question vertigineuse à garder en tête la prochaine fois qu'on traverse un quartier pavillonnaire ou un centre commercial apparemment banal.